Je ne reviens pas sur le projet Paléo-Coran, donc maintenant vous savez de quoi il s'agit, des recherches sur les manuscrits coraniques de Fustat. Fustat qui n'est pas un cas unique, puisqu'il y a 3 autres dépôts similaires dans le monde musulman, ceux de Damas, de Kérouan et de Sanaa, pour les nommer dans l'ordre chronologique de la découverte. Alors, 2 choses aussi à propos de ces dépôts posent problème. La chronologie de l'activité des dépôts. Dans le cas de Damas, il est clair que jusqu'au XIXe siècle, on a ajouté des choses dans le dépôt. Pour Fustat, on peut penser que la construction de la mosquée d'Ibn Touloun a ralenti ou mis fin à l'accumulation, mais bon, ça n'est pas certain. La fondation du Caire a également dû jouer un rôle, mais encore une fois, nous n'avons pas d'éléments très précis pour circonscrire la chronologie de l'utilisation du dépôt. L'autre question posée par Fustat, c'est celle de l'origine des manuscrits. Nous savons qu'il y avait à l'origine environ 360 manuscrits. À la Bibliothèque nationale, il y en a un peu plus de 250 témoins. Quand je dis manuscrits, c'est bien sûr à comprendre au sens de témoins d'un manuscrit, parce que ce ne sont pas des manuscrits entiers. Certains, parfois, ne sont réduits à l'état d'un seul feuillet. Donc, il y aurait peut-être 360 manuscrits, ce qui est tout à fait considérable si on compare ce chiffre avec celui des bibliothèques de l'Occident médiéval à la même époque, mais c'est pas grand-chose si on compare à Sanaa, où on a compté 950 manuscrits du Coran, dont certains sur papier, et Damas, alors ça c'est moi qui suis coupable de ne pas pouvoir vous dire le chiffre des manuscrits, puisque théoriquement j'ai travaillé sur cette collection depuis longtemps, mais je n'ai pas encore réussi à savoir combien il y en avait, sauf qu'on est également au-delà de 1000 manuscrits. Donc, beaucoup de manuscrits, mais quelle est la part de copies produites localement ? Combien ont été faites dans des ateliers ou par des copistes travaillant à Fustat, et combien ont été en partie importés. C'est en partie pour répondre à cette question que je vous propose les remarques qui suivent, qui sont un petit peu informelles. Alors que les recherches se poursuivent pour cerner l'identité d'un mushaf égyptien au 8e, 10e siècle, mon approche sera en quelque sorte négative, l'image vue de l'autre côté, puisque j'évoquerai la possibilité d'identifier ou de parler de copies qui ont été apportées de l'extérieur. Les premières indications dont nous disposons à ce sujet proviennent bien sûr de sources écrites. Je dis bien sûr parce que ce sont elles qui sont plus claires que notre matériel. En tous les cas, un silence ou une absence mérite tout d'abord d'être souligné. L'histoire de la transmission manuscrite du texte du Coran débute, si nous acceptons la version de l'histoire qui nous a été conservée par Bukhari, par l'envoi de copies du texte osmanien vers les provinces, les fameux Masaïf al-Amsar, pour lesquels on a différentes listes. Une liste courte qui évoque le Cham, Koufa et Basra, plus un exemplaire dont on déduit qu'il est médinois, et une liste longue où viennent s'ajouter les noms de la Mecque, de Bahreïn et du Yémen. Mais dans un cas comme dans l'autre, l'Égypte est complètement absente. Il n'y a pas de mention d'un mushaf envoyé à cette occasion vers l'Égypte, ce qui est quand même surprenant dans la mesure où c'était quand même, là aussi, un misre qui aurait dû être pourvu d'un manuscrit, puisque, je rappelle, la date de fondation, 641, c'est donc avant la date de la recension haussmannienne. Donc c'est un manuscrit qui n'est pas venu, mais qui est peut-être remplacé par le manuscrit omeyyade dont on a déjà parlé tout à l'heure, celui que Al-Hajjaj ibn Yusuf avait fait préparer et dont une copie devait être envoyée au Caire.
Je ne m'attarderai pas sur son histoire puisqu'on a parlé du Coran d'Asma qui est en quelque sorte l'opposant local à ce Coran venu d'Irak, puisque l'initiative d'Al-Hajjaj provoqua une sorte d'incident diplomatique. Le gouverneur omeyyade, Abdelaziz ibn Marwan, prenant la décision de faire son propre manuscrit pour occuper les lieux. Alors ce premier manuscrit, celui d'Al-Hajjaj, pourrait ressembler à ceci. Ça, c'est, disons, une écriture que maintenant j'ai réussi à identifier, alors que si vous cherchez dans le catalogue de la Bibliothèque nationale, vous verrez que ce feuillet est rangé dans dans le chapitre dont j'ai honte, qui s'appelle « Non classé », qui est le résumé de toutes mes ignorances. Maintenant, il en est sorti, et donc c'est une écriture omeyyade, je le sais, et c'est peut-être à cela que ressemblait le manuscrit. Donc l'étape suivante est l'étape abbasside, avec le manuscrit que nous avons déjà vu, l'arabe 324, qui n'est pas bien sûr la cote égyptienne, c'est celle des 38 feuillets de la Bibliothèque nationale, auxquels il faut ajouter les 12 feuillets qui se trouve à Gotha, et l'ensemble encore plus important qui a été récemment restauré, resté en Égypte, mais photographié au début du XXe siècle par Bernard Moritz. Il s'agit d'une copie de taille monumentale sur des feuillets de parchemin mesurant environ 55 cm de haut sur 65 de large, avec 12 lignes à la page. Les feuilles de parchemin ont été empilées dans la même position, avec le côté chair formant le recto, soit exactement la même disposition que dans les deux copies jumelles, celle de Tachkent et l'autre copie du Caire, conservée au Mashhad Hussein. Ce sont des manuscrits qu'on appelle in plano, c'est-à-dire que chaque feuillet correspond à la peau d'un animal. Donc, pour faire ce manuscrit qui devait avoir 650-660 feuillets, il a donc fallu un troupeau de 650-660 moutons, ce qui était relativement peu par rapport au manuscrit de Tachkent et l'autre manuscrit du Caire, où il en fallait 1000, ce qui faisait bien sûr un méchoui encore plus important, puisque bien sûr on utilisait la peau, mais il faut imaginer que les animaux étaient consommés, donc il y avait sans doute du point de vue de l'économie du manuscrit un réel problème de logistique à cette occasion. Comme dans les autres manuscrits, le manuscrit du Caire se caractérise par des motifs décoratifs géométriques obtenus principalement par répétition d'un module carré ou pratiquement carré. Des motifs architecturaux sont parfois intégrés dans la composition, soit dans les bandeaux, soit dans les vignettes. Dans ces dernières, les vignettes, donc je les ai présentées comme ça pour qu'on puisse faire la comparaison avec ces deux autres éléments. Les vignettes donc, ont de la végétation qui se développe à l'extérieur, ce qui évoque bien sûr la double page initiale de Sana que nous avons vue tout à l'heure, mais également les évangiles de Raboula, où il y a également ce motif de la végétation qui se développe. Alors effectivement, ces manuscrits, il faut un peu les tourner dans tous les sens, dans la mesure où ceci est horizontal et non pas vertical, comme dans les deux autres manuscrits. La datation peut s'appuyer sur la survivance de ces motifs connus à l'époque omeyyade, mais sans utilisation de la dorure dans le cas des trois manuscrits. Et elle peut aussi s'appuyer sur les traces d'une orthographe archaïque qui est restée en place à certains endroits, l'absence totale de notation de voyelles brèves, alors que sur le manuscrit omeyyade, il y a des voyelles brèves. Une datation du carbone 14 du parchemin concluait avec 68% de possibilité que la date de production du manuscrit de Tachkent était comprise entre 640 et 765, tandis que pour les feuillets de Fustat, une datation obtenue plus récemment donne une date comprise entre 660 et 780. Donc vous voyez que ce sont des manuscrits qui sont grosso modo contemporains, même si après ça, il faut interpréter les dates, ce que je vais faire. La copie
de Fustat, arabe 324 et compagnie, de même que les deux autres, ne peut être conçu que comme une copie réalisée pour une commande impériale et produite à un moment où des vues rigoristes, comme celles qui ont été défendues par Malik dans la seconde moitié du 8e siècle, avaient pris le dessus. Comment ne pas penser à un récit dont l'origine est Malik, transmis par Al-Samoudi, selon lequel le calife abbasside al-Mahdi aurait commandé des copies coûteuses du Coran qu'il aurait envoyées dans les principales villes de l'Empire, imitant bien sûr Al-Hajjaj, qui lui-même imitait en principe le calife Osman. On sait que dans la mosquée de Médine, le manuscrit abbasside remplaça celui des Omeyyades, qui était déposé dans un coffre à côté du minbar. Ce mouvement coïncide bien avec ce que nous savons de la politique d'Al-Mahdi vis-à-vis des Omeyyades. C'est lui qui a modifié l'inscription du dôme du rocher, où son nom a remplacé celui des Omeyyades, celui de Abd al-Malik. Le même désir d'éliminer les traces des Omeyyades dans la sphère religieuse peut également expliquer diverses décisions qu'il a prises. Selon Tabari, par exemple, il fit retirer les kiswa, les voiles qui recouvraient la Kaaba à la Mecque, offerts par les Omeyyades et accumulés au cours des ans, de manière à pouvoir les remplacer par sa propre kiswa. De même, il voulait éliminer la base en bois que Muawiyah, le premier calife omeyyade, avait ajoutée au minbar du prophète dans la mosquée de Médine, mais Malik, encore lui, intervint parce que cette modification aurait endommagé la structure originale. Sur la base donc de ces différents éléments, des éléments de datation, je pense que le manuscrit date du règne d'Al-Mahdi, c'est-à-dire entre 775 et 785, et c'est peut-être à ce moment-là qu'il a été produit, ou alors il a été envoyé plus tard au Caire, si c'est le fameux manuscrit qui a été apporté d'Irak, mais de toute façon, l'origine serait bien celle-là. Le Chebounine, en tous les cas, qui avait travaillé sur le texte, avait déjà suggéré que Basra aurait été le lieu de production à cause de particularités de lecture tout à fait typiques du rasm du manuscrit de Basra. En poursuivant avec ces copies impériales, c'est le moment d'évoquer deux feuillets en parchemin, conservés l'un à la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg et un autre qui est à Paris. Le fragment, qui est copié dans cette écriture que j'appelle Détroit, avec 5 lignes de texte à la page, correspond à la fin du Juz 11 à Saint-Pétersbourg. Sur la double page qui accompagne la fin du texte figure celui d'un acte de waqf qui ressemble à une inscription et qui est formulé d'une manière tout à fait inhabituelle. On reconnaît le nom, un nom tout à fait célèbre, celui de Boa al-Kabir, si je vois bien depuis ici, c'est transcrit à cet endroit. Donc un nom tout à fait connu des historiens, puisque c'est un général, un commandant militaire turc, comme l'indique son nom, qui jouera un rôle clé sous le règne du calife al-Mu'tasim et sous ses successeurs. Il a été impliqué dans des opérations dans la région de Médine, il a mené des campagnes en Arménie contre Byzance et mort en 862. Donc 862, c'est grosso modo la date du document, enfin, ou un peu postérieure, puisque c'est son fils. Le donateur, en effet, est un certain Abu Mansour al-Fatr, qui n'apparaît pas dans les sources sous ce nom, mais dont j'ai proposé l'identification avec le plus célèbre des fils de Boha, un certain Moussa. Lui aussi fut un chef militaire. Il a joué un rôle clé dans l'élimination du calife al-Mu'tadi, qui fut mis à mort par Moussa le 21 juin 870. L'homme lui-même est mort un peu après, en 877. La version parisienne de l'acte éclaire l'histoire du manuscrit et nous permet de savoir quel est le lien avec l'Égypte. Elle est conservée avec d'autres feuillets épars, et à la différence de l'acte qui est à Saint-Pétersbourg, vous voyez que la partie supérieure a été grattée, mais on a laissé bien lisible le nom du donateur. Vous voyez que ça commence ici, Abu al-Fatr,
et Ibn Bora al-Kabir. Donc on n'a pas voulu éliminer le nom de la personne qui avait donné le manuscrit, ce qui est un indice important, puisque ça veut dire qu'on allait sans doute respecter ses volontés. Mais dans la partie supérieure du texte, on a une autre écriture qui nous dit qu'un certain Hossein al-Hadim, Maola de Boa, a présenté le manuscrit dans un endroit qui est indiqué, Alexandrie, avec une précision, dans un mahra, c'est-à-dire un ribat, que Moussa ibn Boa al-Kabir avait fait construire. Donc, chose tout à fait intéressante, en pleine époque toulounide, les Toulounides prennent leur indépendance par rapport à l'Égypte, en pleine époque toulounide, un haut fonctionnaire ou un général abbasside envoie en Égypte un Coran pour le déposer quelque part. Pas à l'endroit qui était prévu, puisque visiblement il a fallu gratter l'acte et corriger la version anonyme du départ pour dire que c'était Alexandrie, mais en tous les cas, une opération qui attire l'attention dans la mesure où elle va tout à fait à l'encontre de ce qu'on pourrait imaginer des hostilités entre Toulounides et Abbassides, d'autant plus que Moussa lui-même était à la tête de la dernière tentative abbasside pour récupérer l'Égypte. Il s'est donc affronté militairement à Ibn Touloun. On sait d'ailleurs qu'il avait des actions, si j'ose dire, en Égypte, puisque le calife al-Mu'tamid l'avait nommé, disons, responsable des provinces occidentales, dont l'Égypte, en 875. Et 2 ans plus tard, peu avant sa disparition, donc, il avait mené cette campagne de 877, au cours de laquelle, non seulement il ne récupéra pas l'Égypte, mais il perdit la Syrie au profit de Ibn Touloun. Moussa, on le sait par les sources, possédait en Égypte des propriétés qui furent d'ailleurs confisquées par Ibn Touloun une fois sa mort annoncée. L'acte de Waqf conservé à Paris montre en réalité qu'il s'était engagé dans des opérations de construction à Alexandrie, un ribat, peut-être justement pour justifier sa nomination de 875. En tous les cas, il y a là un nouveau témoignage de du transfert de manuscrits depuis l'Irak vers l'Égypte, à moins, bien sûr, autre hypothèse, que Hossein ait été chargé de superviser la production d'un manuscrit pour aller dans une mosquée. Et bien sûr, on pense à la mosquée d'Ibn Touloun, ça aurait été un merveilleux pied de nez d'avoir... Parce qu'il faut imaginer, en fait, que l'acte de Waqf est pratiquement un fac-similé d'une inscription qui aurait pu se trouver sur le coffre du manuscrit. Parce que c'est un manuscrit en 30 volumes, donc pour les tenir ensemble, on est obligé de les mettre dans un récipient, dans une boîte, et vu le style de l'inscription, comment ne pas penser à une véritable inscription gravée sur le coffre qui aurait été plus ou moins un acte de propagande anti-toulounide en pleine mosquée d'Ibn Touloun. Bon, ça c'est un peu, disons, une vue romancée des choses que je vous propose. Alors, outre ces manuscrits de luxe, produits sous le patronage de personnages de premier plan, avec des visées de propagande tout à fait claires, il y a également, dans la mosquée de Fustat, des manuscrits plus modestes, bien éloignés des dimensions colossales du Coran à 12 lignes, ou encore du luxe du Coran de Moussa ibn Bouha. 2 fragments de la collection de la BNF, de dimensions assez voisines, de 140 mm sur 200, viennent de Tars, sur la côte sud de l'actuelle Turquie. Tous 2 sont des manuscrits de qualité moyenne. En arabe 358b est clairement en style D1, avec des enluminures pour les groupes de versets et même un titre de sourate qui nous montre que c'était un manuscrit, certes pas spectaculaire, mais soigné. Il a été constitué Waqf, comme le dit cet acte qui est ici. Donc vous avez l'acte de Waqf proprement dit qui est à cet endroit, où nous apprenons donc qu'il a été déposé à la grande mosquée de Tars, et dans la partie inférieure, une note assez hâtive qui nous explique que c'est en 300 de l'Hégire, c'est-à-dire en 912-913, qu'un intermédiaire, celui qui a signé l'acte, dont le nom apparaît ici,
Al-Hajjaj ibn Sindi al-Ali s'est chargé de le déposer. Cet acte de waqf est tout à fait dans le style des actes anciens qui sont dans des écritures extrêmement élaborées. Donc on a la certitude qu'il ne s'agit pas disons, de quelque chose de forgé, mais réellement de quelque chose d'authentique. Et puis dans la partie supérieure, une note assez rapide qui nous signale qu'en 730, si j'ai bien lu la date, 1329-1330, le manuscrit est sorti d'Asie mineure, Belad ar-Rum, c'est indiqué ici, donc il a été retiré à ce moment, ce qui est assez curieux, comme on le verra dans un instant. Dans d'autres endroits du manuscrit, on a des notes en marge qui rappellent la donation du manuscrit à la mosquée de Tars. Un deuxième fragment arabe 360b, donc très voisin du précédent, provient également de Tars, alors avec l'écriture de moindre qualité et une note de waqf. Vous voyez d'ailleurs que le verbe, la racine employée, n'est pas du tout la racine de waqf, mais c'est la racine qui en principe est très maghrébine pour désigner ce genre de choses. Donc là encore, on a l'indication d'un manuscrit qui vient de Tars. Nous resterons sur le littoral méditerranéen et pour descendre un peu plus au sud, vers le Liban, avec le manuscrit arabe 346, un manuscrit soigné dans une écriture D1 avec de belles enluminures pour les groupes de diversets, avec une numération en abjad, et pour les titres des sourates, ce genre de bandeau avec une vignette marginale. Et puis, dans la marge supérieure, alors c'est assez curieux parce que c'est dans un endroit un petit peu inattendu, un acte de waqf qui peut être d'ailleurs un rappel d'un acte de waqf, où il est dit que le manuscrit avait été déposé dans un mashhad qui n'est pas identifié autrement, sauf qu'il était à l'extérieur de la ville de Tyr. Bon, on ne sait pas très bien ce qu'il était. C'est intéressant puisque nous avons un deuxième manuscrit qui était également déposé à Tyr, le fameux manuscrit du Coran d'Amadjour, qui était waqf à Tyr également, mais qui est maintenant dans le fond de Damas. Voilà, donc nous sommes ici, donc j'ai Alexandrie, le Coran de Moussa, Tars, Tyr. Le dernier, c'est un fragment un petit peu curieux qui est peut-être de Damas, je dis peut-être parce que vous allez voir que le libellé de l'acte de waqf n'est pas tout à fait clair à ce propos. On retrouve une fois de plus le style D, une fois de plus un manuscrit en 30 volumes, vraisemblablement, avec 6 lignes à la page sur des feuillets de 180 sur 225 mm. Seules les indications de 5 et 10 versets apparaissent, mais d'une manière générale, ils sont de facture assez médiocre. L'acte de waqf est également assez médiocre, sur la première page, écrit d'une main pas très adroite, qui nous apprend d'une part que le manuscrit comptait 10 volumes, ce qui est intéressant pour notre histoire, même si c'est assez curieux comme division, et qu'il avait été déposé en waqf en faveur de la mosquée de Foustat en Ramadan 366, c'est-à-dire avril-mai 977. La mosquée, vous l'aurez remarqué, est dite Atik. Alors il faut que je retrouve la troisième ligne. Voilà, oui, c'est ça. Ici. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'elle a été remplacée par la mosquée d'Ibn Touloun, donc on l'appelle la vieille mosquée. Donc la mosquée neuve, donc celle d'Ibn Touloun, et le manuscrit est déposé en waqf par un intermédiaire qui est originaire de Damas, un certain Abu al-As dit al-Dajjaji, qui a remis la copie au nom d'une femme dont l'identité n'est pas précisée. Et enfin, un intermédiaire s'est chargé de mener l'opération. Alors, un point d'interrogation, est-ce que le manuscrit est venu de Damas avec Ad-Dajjaji, ou est-ce qu'il était installé à Foustat et c'était simplement son origine damascaine qui a été enregistrée? Je ne sais pas, mais enfin, je l'ajoute à la liste de ces manuscrits dont on sait, d'une manière ou d'une autre, qu'ils sont venus de l'extérieur.
Alors, en dépit de l'allusion flaubertienne du titre de mon intervention, les voyages de ces manuscrits n'ont que peu à voir avec la nostalgie ou le désamour. Les causes sont en fait diverses. Nous avons pu constater que des dessins politiques étaient parfois associés à l'envoi de copies du Coran depuis le centre de l'Empire, si la copie du Coran à 12 lignes et celle de Moussa ont bien été réalisées en Irak. D'autres causes de déplacement ont pu jouer. Dans le cas de Tyr, on pourrait penser à une mesure de protection des copies du Coran au moment de l'arrivée des croisés, dont quelques échos sont conservés dans les chroniques, comme pour le fameux Coran dit de Osman, qui se trouvait à Tibériade et fut rapatrié vers Damas par l'Atabek Tourtarkin en 492-1099, selon une information fournie par Al-Dhahabi. Il se pourrait que les mêmes raisons aient poussé à rapatrier vers Fustat ou le Caire le manuscrit de Moussa, parce qu'il était à Alexandrie, donc en première ligne. Quant à Tars, la situation est moins claire. On aurait pu penser à une explication similaire, mais la ville a été conquise par les Mamelouks en 1359, soit peu de temps après la sortie des deux manuscrits, donc c'est assez curieux que ce soit intervenu, et c'est d'autant plus curieux que, d'après les sources, la mosquée de Tars avait été détruite avant. Donc où étaient ces manuscrits? À Tars, mais peut-être ailleurs. Ces mouvements invitent à reconsidérer la durée pendant laquelle le dépôt de Fustat a continué à recevoir des manuscrits. La copie de Tars, en effet, a dû entrer au plus tôt vers le milieu du XIVe siècle, ce qui pose aussi la question de l'éventuelle sortie d'autres manuscrits. L'existence de ces manuscrits voyageurs est un rappel à la prudence dans l'élaboration d'une géographie de la production de copies du Coran pendant les premiers siècles de l'islam. Je vous remercie.